et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le 4e et dernier épisode de ma série sur les déterminants. Et nous allons parler des déterminants possessifs. Et oui, ça y est, cette série touche à sa fin. Et pour conclure sur ce sujet des déterminants, je voulais vous parler des déterminants possessifs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est des déterminants possessifs? Je pense que dans le nom, vous avez sûrement une petite idée quand même de ce de quoi il s'agit. Parce que tout simplement, il existe aussi des déterminants possessifs en français. Vous savez, c'est quand on dit mon livre, mes clés, mes vêtements, ce genre de choses. Donc en fait, le petit mot qu'il y a devant le nom, c'est ce qu'on appelle le déterminant possessif. Donc c'est ce qui va permettre de signifier que quelque chose nous appartient ou appartient à quelqu'un d'autre. Alors quand je dis possession, c'est vraiment au sens large du terme, donc avec des gros guillemets, parce qu'évidemment, quand vous dites ma sœur ou mon grand-père, il vous appartient pas, hein, il n'est pas à vous, littéralement parlant. Il fait quand même partie de votre famille, de votre entourage, donc c'est pour ça qu'on va dire que c'est votre grand-père ou votre sœur ou votre chat. Mais dans la vraie vie, hein, vous le possédez pas, hein, il n'est pas à vous, littéralement. On est bien d'accord. Donc en anglais, je vous montre ici le tableau avec tous les déterminants possessifs qui existent. Donc vous allez voir, ils sont pour certains un petit peu différents des nôtres. Donc comme vous pouvez le voir, pour le pronom personnel sujet I, vous aurez le déterminant my. Pour you, qui signifie tu ou vous, je vous le rappelle, vous aurez your. Pour he, she ou it, vous aurez his, her ou its. Pour we, vous aurez our. Pour le pronom personnel sujet they, vous aurez their. Donc il se ressemble un petit peu celui-là. Donc vous avez l'habitude, comme pour les autres vidéos, ça sera en plusieurs étapes. Cette vidéo sera un petit peu moins longue que les autres, normalement, mais il y aura quand même plusieurs étapes pour que ça soit plus logique pour vous et que vous compreniez bien de ce de quoi l'on parle. Première partie de la vidéo, on va parler de l'accord justement de ces déterminants parce que oui, il y a une différence entre ce qu'on fait nous en français avec nos déterminants possessifs et ce que font eux les anglophones avec leurs déterminants possessifs. Donc il est très important de savoir que par rapport au français, justement, en anglais, les déterminants possessifs ne s'accordent pas par rapport au genre ou au nombre du nom qui suit, ce qui est le cas en français. Pas du tout. En fait, en anglais, pour certains déterminants possessifs, vous aurez toujours le même déterminant, peu importe ce qui suit. Par exemple, vous direz aussi bien my keys que my book. Par exemple, donc pluriel singulier, on voit qu'il n'y a aucune différence avec le déterminant possessif. Lui, il ne bouge pas en fait. Vous aurez your sister et vous aurez your clothes, vous aurez its food et vous aurez its toys, vous aurez our family and our flowers, vous aurez their fridge et vous aurez their pens, par exemple. Donc vous voyez que peu importe si c'est au singulier ou au pluriel, bah ça bouge pas en fait. Le déterminant, lui, ne bouge absolument pas. Alors vous allez me dire, mais il en manque là dans ta liste des déterminants. Oui, c'est parce que, je vais y venir ensuite, il y a une petite spécificité avec ceux qui correspondent à il, elle ou le pronom neutre it. Donc avant de rentrer un peu plus dans ce sujet-là, justement, je voulais vous faire un petit rappel sur it. Quand je dis qu'il est neutre, c'est-à-dire qu'il est utilisé pour tout ce qui est des sujets qu'on appelle non humains. Donc tout ce qui n'est pas humain, on utilisera it. Parce que en anglais, ces sujets-là, on ne leur donne pas un genre en particulier. Donc on retrouve dans cette catégorie notamment les animaux, les plantes, les objets divers, enfin voilà, tout ce qui n'est vraiment pas humain, ce sera justement dans la catégorie it. Après, il y a une petite précision, si par exemple vous parlez de votre animal de compagnie ou de l'animal de compagnie de quelqu'un, il est fréquent que l'on retrouve malgré tout le déterminant ou le pronom personnel, il ou elle, en fait, donc he, she, et pour le déterminant, his ou her. Parce que ça montrera en fait votre attachement, votre affection pour l'animal. Vous faites pas de distinction entre votre animal et le fait que vous êtes un humain, par exemple, vous le mettez au même niveau, en fait. Donc, comme vous êtes très attaché à lui, selon évidemment son sexe, vous allez utiliser le déterminant, le pronom personnel sujet au féminin ou au masculin, donc he ou she, et plus it. Le it ou its, donc son déterminant, on peut aussi l'utiliser quand il s'agit d'un nourrisson, surtout d'un nourrisson qu'on ne connaît pas. Ce qui est vachement pratique en soi, parce qu'en français, je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens de se tromper sur le sexe d'un bébé ou sur son genre, et je pense que ça serait pratique qu'en fait en français on ait un pronom comme ça finalement, parce que ça nous éviterait bien des ambiguïtés, et ça éviterait qu'on pose forcément la question aussi. Alors, je vous ai mis his et her un petit peu à part des autres déterminants, même s'ils fonctionnent exactement de la même façon que je vous ai dit précédemment, seulement parce que eux, pour le coup, vont s'accorder non pas avec le nom qui suit, mais avec le sujet. Parce que he ou she, c'est il ou elle, donc quand on utilise il ou elle, on sait qu'il s'agit soit d'un garçon, soit d'une fille.
grosso modo. Ça fonctionne aussi de la même façon pour les déterminants, c'est-à-dire que si c'est un garçon le sujet, on va dire his, peu importe ce qui suit. Peu importe si c'est au pluriel, c'est un mot qui, en tout cas en français, serait féminin ou masculin. Et si c'est une fille, donc si c'est she, on utilisera her. Pareil, ça va s'accorder avec le sujet qui sera féminin ce coup-ci. Her key comme her shoes. His computer comme his aunts. Ensuite, avec ces déterminants, il faudra faire attention à deux choses, notamment avec les déterminants their, our et your, parce que s'il s'agit d'une possession commune, donc un truc qui appartient à l'ensemble du groupe, le nom qui suivra sera au singulier. Par exemple, they sold their house 2 months ago. Si vous dites ça, ça veut dire que la maison était commune à ces personnes-là, en fait. Donc littéralement, si c'est un couple, admettons, qui vend sa maison, là vous pouvez le dire comme ça, parce que la maison, c'est une maison pour les deux, en fait. C'est un objet commun qui appartient aux deux. Ils n'en ont pas un chacun, ils n'ont pas une maison chacun, vous voyez? Donc, vous allez utiliser un nom au singulier. Par contre, si vous parlez de quelque chose que tout le monde possède, mais que chacun a le sien, là, vous allez mettre le nom au pluriel. Par exemple, the children came with their mothers. Parce que là, chaque enfant est venu avec sa mère. Alors, ça pourrait fonctionner au singulier aussi, mais ça voudrait dire du coup qu'ils sont frères et sœurs. Mais s'ils ne sont pas frères et sœurs, mais que chaque enfant est venu avec sa propre mère, du coup, là, vous allez utiliser un nom au pluriel, parce que chacun a la sienne, donc il y a plusieurs mères. Par contre, en français, c'est différent, parce que dans la grande majorité des cas, on utilisera dans les deux situations le nom au singulier en fait. Je vais vous donner un exemple pour comparer. En anglais, vous allez dire « put your hands up », alors qu'en français, vous allez dire « lever la main ». Si c'est pour dire, par exemple, à des élèves devant vous, il faut lever la main, là, vous allez mettre le nom au singulier, parce qu'en français, c'est plus fréquent de dire comme ça que de mettre au pluriel. Deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler des emplois particuliers des déterminants possessifs. Et on va voir les différences aussi avec le français, parce que ça change selon la situation et le contexte. Donc par exemple, devant une partie du corps, on utilisera un déterminant possessif en anglais. Par exemple, on dira à quelqu'un « look into my eyes », alors qu'en français, on dira plutôt « regarde-moi dans les yeux ». Donc là, on voit qu'en français, on utilise le déterminant défini, les, qui n'est pas le cas en anglais. Ce sera également le cas pour tout ce qui est des vêtements ou un objet que l'on a sur soi. He puts his hand in his pocket. Et en français, on dira il a mis la main dans la poche. C'est pas faux si vous voulez grammaticalement en français de dire comme ça, c'est juste que si vous analysez un peu plus ce qui est dit à l'oral ou même à l'écrit en français, vous verrez que c'est quand même beaucoup moins fréquent. Par contre, cette règle ne fonctionne seulement que si le sujet fait partie d'un énoncé actif. Donc c'est-à-dire que le sujet ne subit pas ce qui lui arrive. C'est pas quelque chose qui est passif. Parce que si c'est le cas, là par contre, en anglais, on utilisera aussi un article défini, donc the. Par exemple, he was shot through the heart. Donc là, on voit qu'on a utilisé the et pas his, même s'il s'agit de son cœur. Mais parce que là, le sujet a subi l'action. On lui a tiré dessus, il s'est pas tiré dessus tout seul. Donc, il subit l'action. C'est un énoncé passif. En anglais, pour accentuer cette idée de possession aussi, vous pouvez utiliser après le déterminant possessif le mot on. Donc on, comme c'est écrit en dessous, O-W-N, c'est l'équivalent de notre propre. Par exemple, en anglais, vous direz « I saw it with my own eyes ». Et en français, vous direz « Je l'ai vu de mes propres yeux ». Troisième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de one et once et whose. Alors, one, c'est un pronom neutre, mais attention, il n'a rien à voir avec it. Tout simplement parce que quand on se sert de one, c'est vraiment dans des contextes, on va dire formels, mais dans le sens, par exemple, dans une notice, dans un dictionnaire, dans un énoncé, où vraiment il s'agit de personne en fait. C'est vraiment, on sait pas de qui il s'agit. Alors que it, quand on l'utilise, c'est qu'on sait très bien de quoi il s'agit justement. On sait de quel sujet on parle. C'est neutre dans le sens, il n'a pas de genre, mais c'est tout. Alors que one, c'est vraiment pour parler de quelque chose ou de quelqu'un d'inconnu. C'est un sujet type en fait. Donc c'est pour ça qu'il aura ce côté neutre, mais attention, vous pouvez pas utiliser soit it, soit one et vice versa en fait. Non, ils ont vraiment rien à voir l'un avec l'autre. Alors le one, attention quand je vais dire ça, mais c'est un petit peu l'équivalent de nous quand on dit on. Par exemple, on m'a dit ça ou on a entendu ça, on a vu ça, machin. Mais il faut faire très attention quand je vous dis ça parce que ce n'est pas non plus l'équivalent, enfin faut pas le mettre tout le temps en fait. Dès que vous allez traduire une phrase du français à l'anglais, si vous voyez écrit on, déjà faites attention parce que le on ça peut être le nous, l'équivalent du nous, donc là one ça fonctionnera pas. Donc vraiment faites très attention. Et s'il s'agit vraiment d'un sujet en particulier, ce sera plutôt it. Parce que par exemple, une phrase où vous direz on dit que machin a fait telle ou telle chose, en anglais, vous n'allez pas forcément dire one à ce moment-là. Et vous allez plutôt passer la phrase en mode passif, ce qui est
plus fréquent en anglais qu'en français d'ailleurs. En français, on n'est pas trop dans la voix passive, alors qu'en anglais, c'est le cas. Donc pour ce genre de phrase, par exemple, en anglais, ce sera plutôt la voix passive. Par exemple, vous pourriez très bien avoir un écriteau, notamment en ce moment avec le Covid, où il y aurait écrit « watch one's hand » ou « to watch one's hand ». En gros, il faut se laver les mains. Et ensuite, je vais vous parler du whose. Donc whose, littéralement, ça signifie « à qui ». Donc c'est le déterminant possessif que vous allez utiliser pour poser une question. Donc quand vous ne savez pas à qui appartient telle ou telle chose, vous allez utiliser whose en début de question. Il fait partie des questions WH, donc des questions ouvertes, et du coup, après le whose, vous allez poser votre question normalement. Donc par exemple, whose glasses are they? Et quelqu'un, genre moi, je peux vous répondre et dire they are my glasses. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère sincèrement qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas non plus à me les poser également en commentaire ou à me les poser sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos quand elles sortiront. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!